En Corée du Sud, après avoir menacé d'une grève, les salariés de Samsung ont obtenu un partage ponctuel des bénéfices de l'IA. Aux États-Unis, ce sont les étudiants qui manifestent leurs craintes face à la concurrence déloyale de l'intelligence artificielle. En France, 16% des emplois seraient menacés à moyen terme. Le potentiel socialement destructeur de l'IA inquiète jusqu'au Vatican. Dans son encyclique publiée la semaine dernière, Léon XIV appelle à désarmer l'IA, présentée comme un danger pour la dignité humaine, notamment celle des travailleurs invisibles de cette nouvelle technologie. La révolution technique de l'IA produit des réticentes. Elle interroge le sens donné au travail. Des questions qui s'inscrivent, nous dit l'invité de ce soir, dans une longue histoire du travail et des conflits au travail. Bonsoir Dominique Pinsol. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences en histoire à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes l'auteur de « Quand les travailleurs sabotaient » aux éditions Agone et vous signez la préface du manuel de sabotage simple sur le terrain paru en mars dernier aux éditions du Détour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Questions du soir. C'est un peu choquant, mais on s'y attendait un peu, justement, avec le temps, que l'IA remplace progressivement l'humain, surtout quand on travaille avec. J'espère que ce ne sera pas trop impactant à l'avenir. La question n'est pas de savoir si l'intelligence artificielle va façonner le monde. La question est de savoir si vous contribuerez à façonner l'intelligence artificielle. Nous ne connaissons pas les contours précis de ce à quoi ressemblera cette transformation. L'intelligence artificielle fera partie intégrante de la manière dont le travail est effectué. L'intelligence artificielle doit être désarmée. Le mot est fort, je le sais. Mais il est délibérément choisi, car ce moment exige des mots capables d'attirer l'attention, d'éveiller les consciences et d'indiquer des chemins pour l'humanité. Et voilà, d'abord les salariés de Capgemini où 2400 postes sont supprimés à cause de l'IA. Ensuite, la voix d'Eric Schmidt, ancien patron de Google, hué lors d'une remise de diplôme à l'université d'Arizona lorsqu'il parlait de l'IA et de son impact sur le travail. Et puis enfin, le pape Léon XIV qui appelle à désarmer l'intelligence artificielle. Est-ce que, Dominique Pinsol, on voit là l'intelligence artificielle présentée comme une révolution du travail et du rapport au travail lui-même? Est-ce que c'est inédit dans l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'il y a eu d'autres révolutions techniques dans lesquelles on a posé les mêmes termes du débat? Alors en histoire, c'est difficile de dire qu'il y a des choses effectivement totalement inédites, puisque d'une part, l'histoire ne se répète jamais deux fois à l'identique, mais il y a rarement des choses qui sont totalement inédites. Et en matière d'histoire technique, effectivement, si on reprend l'histoire de l'industrialisation ou de ce qu'on a appelé à une certaine époque les révolutions industrielles, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un phénomène comme ça de bouleversement radical du monde du travail, il y a toute une série de débats qui ressemblent pour beaucoup, sur certains points, à ce qu'on connaît aujourd'hui. On prend n'importe quelle innovation, comme le chemin de fer, par exemple, qui a suscité tout un tas de craintes. On prend même la mécanisation en tant que telle au 19e, qui a suscité tout un tas de débats et de craintes, et de résistance aussi. L'informatisation des sociétés industrielles après 1945. À chaque fois, on a un mélange, évidemment, d'enthousiasme technophile, de promotion de ces nouvelles techniques par ceux qui gagnent de l'argent avec, et puis un mélange d'inquiétude, de résistance, d'interrogation de la part des travailleuses et des travailleurs. Le pape Léon XIV parle de l'IA comme la res nova, la chose nouvelle, et il fait directement lui-même la comparaison avec ce qu'était la condition ouvrière pour Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Est-ce que là aussi on peut voir dans l'IA la production d'une sorte de nouveau prolétariat ? Disons que ce qui est assez inédit avec l'IA, c'est plutôt la vitesse avec laquelle ce bouleversement intervient et qui suscite peut-être encore plus de craintes que ont suscité un certain nombre de machines ou de nouvelles technologies par le passé. Il ne faut pas croire non plus que l'IA crée des problèmes entièrement nouveaux. En fait, elle accélère ce processus de prolétarisation dont vous avez parlé.
mais qui en fait remonte, on peut le faire remonter au moins au 19e et à l'industrialisation des sociétés occidentales. La question de l'aliénation, par exemple, du travail, elle est au cœur du marxisme, et au fond, on retrouve aujourd'hui ce genre d'interrogation, mais avec une brutalité peut-être assez inouïe dans sa rapidité. Disons, tout comme on pouvait considérer que la diffusion, la démocratisation des smartphones, par exemple, s'est fait en quelques années, a ubérisé une partie de l'économie. C'est des bouleversements qui surprennent, en tout cas d'un point de vue historique, par leur rapidité. Est-ce que vous êtes d'accord avec le sociologue Juan Sebastián Carbonell lorsqu'il parle à propos de l'IA d'un taylorisme augmenté? Est-ce qu'on peut tirer un fil de continuité entre l'organisation du travail segmentée, pensée par Taylor, je le rappelle, pour la chaîne de production à l'usine, et de ce que produit l'intelligence artificielle aujourd'hui? Oui, tout à fait. Et ce qui est d'autant plus pertinent dans cette comparaison, c'est que si on relit l'organisation scientifique du travail de Taylor, donc qui est écrit, enfin, conçu et écrit au tournant des 19e et 20e siècles, l'objectif de Taylor, c'est en fait de traquer tous les temps perdus. Et c'est de traquer en fait ce que Taylor décrit au tout début de son livre comme une sorte de tendance naturelle de l'ouvrier à la paresse, le fait de la tendance que les travailleurs auraient à freiner naturellement le travail pour s'économiser, etc., etc. Et Taylor dit explicitement il faut en fait discipliner cette classe ouvrière, il faut trouver un moyen de réduire le plus possible cette marge de manœuvre en fait ouvrière. Et l'invention de Taylor, c'est pas en fait le travail à la chaîne qui viendra un peu plus tard avec le Fordisme, etc., mais c'est en fait le fait de minuter le travail et d'instaurer dans l'usine un système de contrôle, de surveillance nouveau qui va ensuite, une fois que ça sera couplé avec le travail à la chaîne du modèle Fordiste, va donner les usines auxquelles tout le monde pense, avec le travailleur à la chaîne dans son bleu de travail, complètement aliéné, c'est Chaplin, les temps modernes, etc., etc. Mais en fait, tout cela vient au départ d'une réflexion sur l'autonomie en fait, du travailleur. Et là, avec l'IA, qu'est-ce qu'on a? On a d'une certaine manière l'annihilation quasiment complète de l'autonomie du travailleur, puisqu'en fait, le travailleur n'a même plus à faire le travail lui-même, et on lui demande soit de ne plus le faire, soit, dans le meilleur des cas, pour tout un tas de professions intellectuelles maintenant, de passer derrière et de faire une sorte de relecture, de travail de post-édition, comme on dit. Donc on peut effectivement voir un lien tout à fait net et pertinent entre le taylorisme et l'IA. Est-ce que c'est pas là qu'il y a quelque chose d'inédit? Parce que c'est vrai que lorsque on a vu, je sais pas moi, le chemin de fer, il y avait quand même cette idée de la destruction créatrice chère à Joseph Schumpeter, hein, l'économiste autrichien, je le rappelle, qui disait oui, d'accord, une locomotive, ça détruit le travail des conducteurs de diligence, mais ça va aussi créer des ingénieurs, des compagnies ferroviaires, des chefs de gare, des mécaniciens, des aiguilleurs, etc., 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 etc. Là, à l'inverse, l'IA, il y a un doute sur cette capacité, en dehors des ouvriers du clic, à créer, mais à détruire, moins de doute. Oui, alors c'est toujours pareil. Est-ce que c'est complètement nouveau? Est-ce que c'est finalement l'accélération de tendances plus anciennes? C'est toujours difficile de trancher. Mais en tout cas, ce qu'il y a, moi, ce que je note avec un regard d'historien qui va plutôt s'intéresser aux continuités qu'aux ruptures la plupart du temps, c'est de voir qu'en fait, tout cela pose finalement les mêmes problèmes, hein, au-delà de la question de la destruction de l'emploi, etc. Parce qu'en fait, il y a effectivement une destruction d'emploi très probablement bien supérieure à ce que les technologies antérieures avaient entraîné. Mais il y a encore des gens qui travaillent avec l'IA, qui sont condamnés à travailler avec l'IA et auxquels on ne demande pas leur avis, et qui en fait éprouvent cette perte de sens du travail, cette aliénation complète, c'est-à-dire l'idée que le travail leur échappe complètement, leur production leur échappe complètement. Et ça, c'est plutôt une sorte de tendance lourde, en fait, de l'évolution des sociétés capitalistes. Au fond, tout un tas de professions intellectuelles aujourd'hui, enseignants, traducteurs, scénaristes, journalistes, etc., éprouvent au fond, ce que la classe ouvrière a éprouvé au 19e, c'est-à-dire cette idée qu'on lui impose des outils, des machines, des techniques qui la rendent étrangère en fait à son propre travail. Et ça, là, pour le coup, il y a plutôt une continuité qu'une rupture. Peut-être que la rupture se situe dans le degré en fait, de cette aliénation qui est effectivement, par certains aspects, assez inédit. Alors, quels sont les mécanismes que la classe ouvrière met en place au 19e siècle, et de quelle manière est-ce qu'ils peuvent nourrir la réflexion aujourd'hui?
Bon, alors là, il y a Mécanisme de résistance. Oui, il y a une réaction assez connue qui est assez simple, qui est le fait de détruire en fait la machine, tout simplement. Ça a commencé en Angleterre en 1811-1812. Un certain nombre d'ouvriers qui travaillaient notamment dans les usines textiles du nord de l'Angleterre s'étaient inventé une sorte de meneur qu'ils appelaient le général Ludd, et donc ça a donné le nom de ludisme. Donc voilà, ils brisaient des machines. Alors pendant longtemps, on les a présentés comme une sorte d'ouvriers un peu arriérés, primitifs, qui comprenaient pas le sens du progrès, etc. Et puis en fait, on a vu, il y a tout un tas de travaux qui montrent maintenant que en réalité, c'était plus fin en fait comme critique. C'était à la fois une critique de la mécanisation destructrice d'emplois déjà, mais c'était aussi une manière d'instaurer un rapport de force nouveau avec la bourgeoisie capitaliste de l'époque. Le problème n'est pas la machine elle-même, mais à qui appartient la machine, c'est ça. Voilà, c'est ce que l'historien britannique Eric Hobsbawm appelait la négociation collective par l'émeute. Et après, donc, on a eu ça. On a souvent tendance à dire que c'était chez les Britanniques, mais en fait, en France aussi, l'historien François Jarige a montré que jusqu'en 1848 encore, il y a des bris de machines collectifs. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième phase, on va dire, plutôt fin 19e, début 20e, qui a été celle du sabotage ouvrier, où là, il n'était plus question fondamentalement de détruire la machine, mais plutôt de la dégrader, de la mettre en veille, de la mettre en grève, comme on disait, pour instaurer un rapport de force, rendre plus efficace la grève, préparer la grève générale et surtout permettre à l'ouvrier de remettre en état de marche la machine le jour où la grève générale expropriatrice aura connu un succès. Comment ça fonctionnait ce sabotage précisément ? Alors le sabotage ouvrier, c'est un peu compliqué à imaginer aujourd'hui, quand on imagine sabotage, on imagine des destructions. Un train qui déraille. Voilà, le train qui déraille, c'est le sabotage des résistants sous l'occupation, etc. En réalité, le sabotage, le mot même, est une invention d'un anarchiste français, Émile Pouget, à la fin du 19e siècle, et il a ensuite connu un succès international en étant adopté dans plein de langues, mais c'est une invention vraiment anarchiste, ce mot-là, en tout cas dans ce sens-là. Saboter au 19e, ça voulait dire bâcler son travail, mal travailler. Et la fin du 19e, c'est une époque où un certain nombre d'anarchistes essaient de trouver des modes d'action plus efficaces que la grève, mais sans pour autant retomber dans le terrorisme, les attentats, le terrorisme, la violence contre les personnes. Et donc, on imagine que pour faire pression sur les patrons, eh bien, on va pas forcément faire grève, mais tout en travaillant, en fait, on va attaquer le patron au portefeuille en ralentissant le travail, en dégradant la production ou en dégradant les machines. Donc c'est un mode d'action, au fond, au départ, qui n'est pas violent à l'égard des personnes. C'est une grève du zèle, on pourrait dire ? Ça a donné ensuite, effectivement, d'autres formes, comme la grève perlée ou la grève du zèle, ensuite. Mais au départ, c'est une forme non violente. Ça, c'est très important dans la littérature syndicale de l'époque, c'est non violent à l'égard des personnes, mais c'est une manière un peu ingénieuse, une sorte de troisième voie entre le travail bien fait et puis la grève. C'est une manière, c'est l'idée d'appliquer le principe à mauvaise paye, mauvais travail. Donc ça nécessite tout un travail de propagande syndicale pour expliquer aux ouvriers que oui, il va falloir mal travailler. Alors il y en a plein qui osent pas parce que ça va à l'encontre de leur éthique, etc. Mais on leur dit mais c'est le patron qui t'oblige à mal travailler parce que c'est lui qui rogne sur les coûts de production. Donc en fait, en faisant ça, tu luttes contre le sabotage capitaliste. Voilà, les vrais saboteurs, c'est ceux d'en face. Et le sabotage ouvrier, c'est en fait, au contraire, c'est un acte d'une moralité supérieure. Et donc, plutôt que de faire aussi bien avec moins, il faut faire moins bien lorsqu'il y a moins pour montrer qu'il y a certaines lignes rouges à ne pas franchir. Exactement. Et c'est un mode d'action qui a été à certains moments très efficace quand il a été appliqué de manière collective, disciplinée, non violente. Il y a des grandes grèves que j'ai étudiées en 1910, des grèves des cheminots en France, des grèves des bûcherons aux États-Unis aussi en 1918 qui ont gagné des choses importantes de cette manière-là. Mais en fait, le sens a été complètement galvaudé ensuite de ce mot-là parce qu'en fait, il a été repris par les États et les armées et pour le réduire en fait à une action au fond clandestine, destructrice, voire une action de déstabilisation interétatique. C'est comme ça qu'il existe le mot à la fois dans le code pénal français aujourd'hui et dans le dictionnaire. Et on a complètement oublié ce sabotage ouvrier originel. Et j'ai l'impression qu'avec l'IA, on est en train de le retrouver. Est-ce qu'il y a des débats entre les ludistes
ceux qui prônent le ludisme, donc casser la machine, et les saboteurs, ceux qui au contraire préfèrent des actions plus sous-marines. Est-ce qu'il y a des débats entre ceux qui proposent d'aller casser les data centers et ceux qui voudraient faire un peu une grève de l'IA ou un mésusage de l'IA conscient? Alors aujourd'hui, oui, il y en a. À l'époque, il n'y en avait pas puisque les saboteurs ignoraient tout des ludites. En fait, on ne les connaissait pas encore vraiment. Hein. Donc, en tout cas, dans les sources de l'époque, on ne voit pas du tout qu'il y ait question de ludites. Alors aujourd'hui, bon, toutes ces traditions sont connues. Donc en fait, maintenant, il y a des clivages, effectivement, entre ceux qui considèrent que il faut aller jusqu'à s'attaquer à l'infrastructure technicienne de ce capitalisme destructeur, écocidaire, etc. Donc il y a tout un tas de mouvements anti-tech ou technocritiques qui vont parfois aller jusque-là. Et puis il y a au contraire tout un tas de mouvements, par exemple les soulèvements de la Terre, qui vont, avant le pape, parler de désarmement au lieu de sabotage, pour en souligner le caractère non violent de leur méthode, mais surtout insister sur le fait que la violence vient d'en face, que la violence destructrice, elle est dans le camp d'en face. Et donc nous, le soulèvement de la Terre, on va les désarmer pour les rendre inoffensifs. Donc c'est une manière, vous voyez, de neutraliser en fait la question de la violence et de la destruction par le langage même. C'est intéressant, Dominique Pinsol, parce que cette histoire du sabotage, qui naît, vous le dites, dans l'industrie notamment du rail, enfin, chez les cheminots, mais également dans les bûcherons, donc dans différents secteurs, passe également par l'histoire militante écologiste, jusqu'à revenir aujourd'hui à la question de l'IA. Est-ce que l'IA concentre à la fois ces deux traditions, la tradition écologiste du sabotage et la tradition ouvrière du sabotage? Oui, je dirais même qu'il y en a trois. Il y a une tradition, je dirais, qui est ouvrière, effectivement, qui est ce retour un peu à la question du travail mal fait, c'est-à-dire du travail qu'on refuse de faire dans les conditions qui sont imposées par le patronat. C'est ça, en fait, le sabotage ouvrier originel. Donc ça, on le retrouve aujourd'hui parce qu'il y a tout un tas de professions, par exemple les traductrices et les traducteurs qui refusent, en fait, de participer au sabotage capitaliste de la traduction par l'IA. Qui veulent résister au fait que tout un tas d'agences de sous-traitance, en fait, maintenant, balancent des textes qui sont produits par l'IA et on demande aux traductrices, aux traducteurs uniquement de les relire. Voilà, donc il y a cette résistance au sabotage capitaliste par le sabotage ouvrier. Il y a une autre, disons, tradition qui est le sabotage écologiste, très important à partir des années 1970 principalement, d'abord aux États-Unis, on parle même en Angleterre, aux États-Unis, d'écotage. Et puis, il y a une troisième tradition qui est celle plutôt, on va dire, une tradition technocritique, pour reprendre le terme employé par l'historien François Jarige, qui va insister sur le caractère nocif de tout un tas d'infrastructures, des antennes relais, de l'IA, voilà, de tout un tas de systèmes techniques jugés nocifs, quoi. Dominique Pinsol, je le disais en début d'émission, vous avez signé la préface du manuel de sabotage simple sur le terrain, un livre qui a une histoire un peu particulière et qui peut paraître surprenant. Je vous propose qu'on en écoute un extrait. Chapitre numéro 11. Interférence générale dans les organisations et la production. Insistez pour tout faire par le biais de canaux. Ne permettez jamais que des raccourcis soient pris pour accélérer les décisions. Faites des discours. Parlez aussi souvent que possible et très longuement. Illustrez vos points par des longues anecdotes et récits d'expériences personnelles. N'hésitez jamais à faire quelques commentaires patriotiques appropriés. Abordez des questions sans importance aussi souvent que possible. Revenez sur ce qui a été décidé lors de la réunion précédente et tentez de rouvrir le débat sur l'opportunité d'une telle décision. Au moment d'attribuer les tâches, commencez toujours par celles qui sont sans importance. Veillez à ce que les tâches importantes soient attribuées à des travailleurs inefficaces ou travaillant sur des machines médiocres. Organisez des réunions lorsqu'il y a des tâches plus essentielles à accomplir. Alors voilà un extrait lu par Bertille Bourdon de ce manuel de sabotage simple sur le terrain qui est paru en mars dernier aux éditions Détour, mais qui en réalité a été déclassifié en 2008. Pourquoi est-ce que je dis le mot de déclassifié ? C'est parce que ce manuel de sabotage simple a été écrit par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis sa republication, notamment lorsqu'il est sorti en ligne en 2025, il a été téléchargé, 180 000 téléchargements ou plus sur les plateformes open source où il était possible de le faire.
C'est intéressant le parallèle avec aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que ce travail très politisé que propose la lecture qu'on vient de lire, c'est-à-dire faire du lieu de travail un endroit de résistance, est tout à fait actuel. On pourrait penser que le texte a été écrit aujourd'hui. Faites des réunions à rallonge. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que le texte a eu un très, très grand écho, hein. Il a été déclassifié en 2008. Bon, personne n'en a trop entendu parler. Puis là, en fait, on en a beaucoup entendu parler au moment de la réélection de Trump. Début 2020, janvier 2025, il y a eu commencé à avoir une inflation du nombre de téléchargements, etc. Pourquoi ? Parce que tout un tas de fonctionnaires aux États-Unis se sont sentis menacés, à juste titre d'ailleurs, et donc on se sont demandé que faire. Et là, on a trouvé dans ce manuel-là, qui est donc produit pendant la Seconde Guerre mondiale à destination des populations civiles des pays occupés par l'ancêtre de la CIA, des conseils qui résonnent effectivement avec le travail de bureau d'aujourd'hui. En fait, c'est ça qui est nouveau par rapport à la littérature syndicaliste du début du XXe. Et donc, on a des conseils qui sont assez intéressants, hein, puisque on explique d'une part aux salariés de bureau comment saboter des réunions, en posant des questions qui vont perturber les réunions, en faisant tout pour ralentir le travail, pour empêcher la circulation de l'information, etc., etc. Et en lisant ça, on se rend compte aussi qu'en fait, dans plein d'entreprises, en fait, on sabote déjà sans qu'on s'en rende compte, ou en tout cas, le management tel qu'il est pratiqué dans tout un tas de secteurs ressemble étrangement aux méthodes qui sont données. Donc il y a une sorte d'auto-sabotage aussi qui permet d'être repéré grâce à la lecture de ce manuel. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être le moment où le monde du travail commence à redécouvrir en fait ces techniques de subversion qu'on avait un peu oubliées. Pourquoi ? Parce que le monde du travail était marqué très longtemps par le syndicalisme, par la pratique de la grève, la grève associée à la manifestation, etc. Et on est dans une époque où ce modèle-là, grève-manifestation, patine, il semble de moins en moins efficace. On l'a vu avec le dernier mouvement contre la réforme des retraites en 2023. Et donc, il y a toute une aspiration à la fois dans le monde salarié et chez les militants à trouver des nouvelles manières de résister. Un peu comme à la fin du 19e, finalement, les anarchistes essayaient de trouver des nouvelles manières de résister à une époque où on disait déjà la grève, ça marche pas. Et donc, on redécouvre ça. Et l'IA vient rajouter une couche supplémentaire là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait déjà ce mécanisme, on parlait déjà de démission silencieuse, par exemple, dans la période post-Covid, il y avait une sorte de ralentissement généralisé du travail, de subversion un peu sourde, un peu clandestine, insaisissable. Et puis là, on commence à mettre des mots dessus, on commence à relire ce vieux manuel, certains commencent à parler explicitement de sabotage, de désarmement. Et là, il y a quelque chose qui commence à prendre forme aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que l'IA, finalement, cristallise un peu tout ça de manière, là, pour le coup, assez inédite, même si dans le passé, il y a déjà eu des moments où on avait des écologistes qui luttaient avec des syndicalistes, des antimilitaristes, des hippies, etc. On peut penser au Larzac en 73, par exemple. Mais il y a quand même, on est en train peut-être de vivre un moment de cette nature-là. Peut-être. Est-ce que Dominique Pinsol, c'est aussi parce que l'IA s'attaque à ce qu'on appelait avant l'école blanche ? Vous avez parlé des traducteurs, des journalistes, des professions intellectuelles, des chargés de marketing, que sais-je encore. Est-ce que c'est parce que cette fois-ci, l'automatisation ne touche pas les ouvriers, mais touche d'abord les diplômés et les habitants des métropoles, qui a cette repolitisation du travail et du travail tertiaire notamment ? Oui, bien sûr. Puis ce sont en plus des catégories socio-professionnelles qui ont accès à la parole, qui ont accès à la radio, comme aujourd'hui, par exemple, qui ont accès au langage, à la lecture, donc qui peuvent se faire entendre. Et on voit d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile de parler de méthodes de résistance radicale contre l'IA aujourd'hui que parler de méthodes de résistance radicale de la part d'ouvriers ou de paysans ou d'autres, par exemple. C'est beaucoup plus compris par les professions intellectuelles elles-mêmes, qui comprennent tout de suite en fait, le sens d'une radicalité par rapport à une menace qui elle-même est elle-même radicale, en fait, qui est extrêmement brutale. Donc effectivement, il y a cet aspect socio-professionnel effectivement, qui joue beaucoup dans le regain d'intérêt pour ces méthodes-là. Très rapidement, en fait, à la tête de ces entreprises du secteur, ce sont les patrons de la tech qui aujourd'hui annoncent le plus les conséquences sociales et qui demandent à l'État d'anticiper ces conséquences sociales. Et on se retrouve dans cette situation paradoxale où c'est ce nouveau patronat, pourrait-on dire, pour reprendre les mots du XIXe siècle, qui demande de financer, de repenser le financement de l'État social. Est-ce que là, il y a une continuité ? C'est en 20 secondes, malheureusement. Est-ce que ou on assiste
assiste-t-on à une rupture, Dominique Pinsol ? Non, on est plutôt dans la continuité. Disons que le patronat a peur aujourd'hui des résistances contre l'IA, comme le patronat avait très peur du sabotage ouvrier au début du XXe. Et quand le patronat a peur, il n'hésite pas à faire appel à l'État, ne serait-ce que pour le réprimer, pour faire évoluer les lois, etc. Donc là, on a plutôt quelque chose d'assez classique sur le plan historique, j'ai l'impression. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission, Dominique Pinsol. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en histoire à l'université Bordeaux-Montaigne, que vous êtes l'auteur de Quand les travailleurs sabotaient aux éditions Agone, et nous l'avons dit que vous signez la préface du manuel de sabotage simple paru en mars dernier aux éditions du Détour. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de préparer cette émission. Bruno Barada à la programmation, à la préparation, Bertie Bourdon, Hérodi et Ken, à la réalisation et à la prise de son, Vincent Thévenet. Restez à l'écoute tout de suite, c'est à Voix Nue.